j'ai le plaisir d'accueillir Walter Rossa, pour cette nouvelle conférence, deuxième conférence de notre journée. Walter, tu te présentes, s'il te plaît? Avec plaisir. Est-ce que déjà tu m'entends bien? Parfaitement. Ouais, ça marche. Pour info, hein, j'ai ma fille qui est avec moi, parce que je la garde dans la journée. Elle est à côté, elle regarde un dessin animé. Normalement, vous entendrez rien, mais je préfère prévenir parce que Aucun je suis souci. un papa gaga, donc elle est avec moi. Eh ben, c'est génial. Donc C'est Walter génial. Rosa, je suis formateur et coach sales. Après environ 20 années d'expérience pro, quasiment et totalement presque dans le commerce, en tant que commercial, en tant que manager commercial, en tant que responsable commercial, en tant que formateur en interne des entreprises, et 5 années dans l'armée de terre. J'ai été sergent dans l'armée de terre. Me voilà à mon compte aujourd'hui pour accompagner un maximum de profils sales en entreprise. J'accompagne quelques entrepreneurs, mais le gros de mon activité est auprès des entreprises qui ont des clients B2B ou B2C, peu importe. J'interviens dans tout le cycle de vente avec tout type d'approche, puisque c'est qu'une question d'adaptation suivant les besoins. Donc voilà, j'ai 40 ans, je vis en Île-de-France et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, parce que je suis très heureux tout court déjà dans la vie. Voilà. Eh ben, nous, on est très heureux de t'accueillir, Walter. C'est vraiment un plaisir d'échanger. Toute la préparation de notre conférence a été vraiment un plaisir. Et je suis super heureuse de t'accueillir Merci. aujourd'hui. Et merci Merci. encore. Tu es pour beaucoup hein, pour la réussite de cette conf. Hein. T'es toujours dispo, t'es toujours là. Enfin, c'est C'est génial. Non, gentil. mais c'est vrai, hein, je tiens à le dire, c'est pas parce que tu es là et devant tout le monde, mais pouvoir réaliser une conférence où on a une personne qui est aussi impliquée, qui est aussi agréable, les échanges se passent géniaux, parce que forcément, on sait que ça va avoir un rendu positif. Bonjour Eh à ben, tous ceux qui super. disent bonjour dans le chat. Je vois quelques messages monter, donc bonjour à tous. Installez-vous confortablement et puis on va démarrer. Et puis, on a déjà eu droit à quelques scoops de Walter. Donc, alors, les commerciaux sont souvent soumis à une pression intense. On l'a vu lors de la conférence précédente. Moi, j'ai énormément d'admiration pour ces professionnels de la vente. Parce que en fait, moi, je trouve qu'ils sont vraiment et souvent malheureusement malmenés avec une charge mentale de dingue. Et cette pression intense, faut atteindre leurs objectifs, les objectifs qui leur sont assignés, qui leur sont fixés Ouais. par leur direction. Ça peut avoir des répercussions non seulement sur leur propre santé mentale, mais aussi sur leur équilibre familial. Eh ben, nous allons voir ensemble comment finalement les neurosciences et l'écoute active peuvent contribuer à une performance commerciale durable, saine et préserver non seulement le bien-être des commerciaux eux-mêmes, mais également celui de leur famille, de leurs conjoints. Et pour cela, eh bien, j'ai préparé quelques petits chiffres. Alors, a Allez. priori, 90% des meilleurs performeurs ont ou auraient un niveau d'intelligence émotionnelle fort et l'augmentation de la productivité serait de 36% meilleure dans les entreprises où les employés ont une intelligence émotionnelle élevée, mais ça conduirait aussi à une réduction de 20% des conflits. Ah Morgane, je oui. veux bien que tu affiches le zinzin. Merci. Le- Et donc, du coup, Walter, comment la pression du métier de commercial impacte-t-elle la santé mentale des commerciaux et par extension celle de leurs conjoints? Alors, déjà, je suis pas là pour dire que les commerciaux, c'est le métier le plus stressant au monde, c'est faux, mais ça fait partie, je pense, du top 5. Oui, Pour moi, c'est le top 5 des métiers où on a une pression parce qu'elle est liée à la performance, elle est liée aux objectifs de vente, elle est liée aux résultats, qui est tout ce qui est autour du financier. Et déjà que l'argent, c'est une sécurité aujourd'hui pour un couple. C'est pour ça on va aussi parler du conjoint, puisque tu connais la phrase qui dit derrière un grand homme, il y a une grande femme, et derrière une grande femme, il y a un grand homme. Hein. Et puis pas que, forcément, il peut y avoir le même sexe, il n'y a pas de sujet. Mais c'est que je t'ai partagé une anecdote quand on a discuté là-dessus. Je vais la partager tout à l'heure. Je laisse un peu de teasing. Mais le absolument. conjoint, en fait, il faut savoir en prendre soin.
Quand je vois tes stats, 90% des meilleurs performeurs ont un niveau d'intelligence émotionnelle. Alors, il faut aussi expliquer un peu plus profondément pour essayer de toucher un maximum de personnes ici présentes à comprendre ce chiffre. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre ses émotions, c'est la capacité à poser des mots dessus, poser un nom dessus, savoir s'adapter, savoir être dans la relation humaine pour créer justement cette émotion. C'est pas donné à tout le monde, c'est comme le métier de commercial, c'est pas inné. Faut savoir travailler dessus. Alors c'est pas impossible, faut surtout pas fermer une porte. C'est pas parce qu'on est réservé, timide, pas extraverti, introverti, voilà, pardon, je cherchais le mot, que on n'est pas capable de faire de l'intelligence émotionnelle. Et d'ailleurs, l'une de mes meilleures commerciales que j'ai eues était une personne qui était pure anti-vente et pure introvertie, pardon. Ensuite, quand je vois ton 36%, c'est l'augmentation de la productivité et qui est une réduction des 20% des conflits, aucune, aucune surprise au final quand j'ai vu tes stats, parce que moi, je ne connais pas tes slides. Hein, je tiens à prévenir quand même, hein, je ne fais pas genre, tiens, non, je ne connais pas les slides. Absolument. Et c'est tant mieux. Moi, on en avait parlé, je t'avais dit que je préférais un peu la surprise aussi de découvrir de la data. Ça me donne aucune surprise. Par contre, une réduction de 20% des conflits, tu vois, j'aurais été persuadé tellement c'est bienveillant tout ce qu'il y a derrière les bonnes actions, le bien-être et compagnie, on va en parler, bah, qu'en fait, ça pouvait retirer encore plus de pourcentage des conflits. Quand j'ai vu le 20%, je me suis dit que ça pouvait être beaucoup plus parce que quand on est conscient et conscient, on constate justement toutes ces choses qui sont faites pour améliorer la productivité et le bien-être au travail. Tu vois, j'aurais eu presque eu l'impression, si on m'avait demandé de dire une stat, j'aurais peut-être dit 60% pour te dire. Tu vois, donc entre ce qu'on en pense qu'il en est et ce qu'on peut en faire, il y a vraiment toujours encore un travail à faire. En tout cas, tu parlais de comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui peut impacter et comment ça peut impacter la santé mentale des commerciaux. Bah déjà, il y a plein de choses. Il y a l'anxiété, il y a la fatigue mentale. On a un terme qui a beaucoup évolué ces dernières années où il y a eu beaucoup plus de conscience, c'est le burn-out. Il faut savoir que les commerciaux sont constamment, tous les mois quasiment, le schéma se reproduit. Donc en fait, on démarre un mois, on est stressé, on termine un mois, on est rassuré ou stressé encore parce qu'on sait que le mois d'après arrive. Donc en fait, c'est une capacité de gestion et c'est là où l'intelligence émotionnelle intervient puisque comme comme dans du coaching, en fait, ce qui est intéressant, c'est avant de comprendre à comment coacher les autres, c'est comprendre à comment on se coach soi-même. Et donc, c'est aussi ça, c'est ce travail qu'il va y avoir autour de l'intelligence émotionnelle. Et il y a un truc qui, pour moi, peut avoir un impact énorme sur le conjoint, puisque tu en parlais, c'est le temps que le commercial va passer en entreprise, c'est-à-dire le temps qu'il va accorder à sa vie de famille. Donc, c'est le fameux équilibre vie pro, vie perso. On en reparlera aussi, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Et enfin, je vais te partager l'anecdote, puisqu'il est temps de quand même mettre le conjoint au centre de tout ça, parce que il y a une anecdote que moi j'ai vécue dans une ancienne expérience de groupe EFI, E2FY. En fait, j'étais manager chez eux et mon directeur commercial, pour le citer, qui s'appelle Olivier Mercouf, qui est un homme extraordinaire, extrêmement bon pour faire le tampon entre la hiérarchie qu'il a lui, donc la direction de l'entreprise, et ses équipes terrain, ses équipes tactiques et opérationnelles. N'en bouge pas parce qu'en fait, je me rends compte que c'est moi qui dois accepter les gens qui débarquent. Donc, hop, Je m'en occupe, t'inquiète pas, Walter. Ah d'accord, ok, ça marche. Parce que ça me mettait admettre. Donc, Oui, parce que on t'a mis côte. ok, ça marche, ok. Merci. Bah, tu vois, ça fait partie des choses au travail. Il faut savoir parler et dire ce qui se passe pour que les gens puissent réagir. Donc, l'anecdote que j'ai avec Olivier, en fait, il me dit un truc sur lequel je n'y crois absolument pas quand il me le dit. Il me dit, si tu veux résoudre la santé mentale du conjoint, en tout cas à la maison, ça c'est ses propres termes, c'était à la maison, il faut que tu règles deux choses chez tes commerciaux. Ok? Il me dit, tu règles le fait que les congés, il y a une règle précise pour les poser et on ne discute plus. Et la deuxième, c'est que tu annonces le variable, parce que dans plusieurs entreprises où il y a des commerciaux, quand on termine le mois, on ne connaît pas son variable tout de suite. Donc, tu annonces le variable sous un délai très rapide. Et il me dit, il faut que le 10 du mois, ce soit plus un sujet. Donc, tu bloques une journée, tu fais ce que tu veux, mais il faut absolument que tu gères ça. C'est eux la priorité, parce que c'est le conjoint que tu touches en faisant ça. Parce que les deux sujets les plus forts qu'il y a à la maison, c'est un, est-ce que tu as validé tes congés? Est-ce que ton chef t'a validé tes congés? Ah, je suis plus salarié, mais celle-là, je l'ai pris aussi dans les dents, je le dis. Deux, c'est
Et ce mois-ci, tu as gagné combien? Oh bah chérie, je pense que j'ai gagné entre 3 300 et 4 000 euros. Ah, c'est plus une fourchette, comme dit Gad Elmaleh, c'est un râteau. Donc en fait, si tu es en capacité de pouvoir donner ce montant à ton conjoint, en fait, tu assures une sécurité mentale déjà dans un premier temps et puis financière dans un deuxième. Et en fait, j'ai mis ça en place parce il m'a demandé de le faire. Je l'ai mis et je faisais confiance tellement à cette personne que j'étais prêt à tester et prendre des risques et me tromper. Mais j'étais en fait en total relax avec ce type de hiérarchie. J'ai mis ça en place. Écoute, j'ai eu un feedback de mes équipes du terrain, et ça, je t'en avais parlé. Mes équipes du terrain m'avaient dit, mais parce que je leur avais raconté cette histoire de c'était pour soulager la perte de votre conjoint, ça a eu un impact 100% réussi pour tout le monde. Voilà. Ah ouais. Alors, c'est bien sûr, si tu manages que des gens qui sont célibataires, ça va être compliqué, mais ça reste une chose à mettre en place, je pense, pour pouvoir justement et soulager un peu les sujets annexes, parce que quand tu es chez toi, tu racontes pas aujourd'hui j'ai eu une dame, elle s'appelait Madame Dur. Non, tu racontes pas ça. Tu racontes le pur stratégique qui apporte une sécurité pour la vie de famille. Mais je Voilà pense pour que la. personnel, même si tu es célibataire, je pense que ça doit être un grand confort moral que de pouvoir organiser ses vacances parce qu'elles ont été posées, elles sont validées, parce que tu sais combien tu as et donc combien tu vas pouvoir investir, dépenser ou que sais-je. Enfin, je trouve que le confort moral est extrêmement important au-delà du conjoint. Mais déjà, oui, on prend soin de son collaborateur, mais on Mm. sait très bien que par ricochet, on prend soin de l'autre. Et Bien sûr. inversement, on prend pas soin de son collaborateur, ça fait le même impact négatif de l'autre côté. Vous touchez tout le monde. Et Mm. moi, je me rends compte de plus en plus, maintenant que je suis papa, je me rends compte à quel point, quand j'ai des moments de stress, je peux très vite les transmettre. En fait, elle est éponge à cet âge-là. Elle a 4 ans, ma fille. C'est une éponge. Elle peut absorber tout le truc. Et justement, je me rends compte dans ses nuits, sa relation à nous. Et tout a un impact. En fait. C'est un ricochet pur. Ouais. Alors, quel signe montre qu'un commercial pourrait être en difficulté sur le plan émotionnel à cause du stress professionnel et ou familial? Est-ce qu'il y a des signes Oui, il y en a plein, il y en a révélateurs? plein, il y en a plein. Il faut savoir les cerner. Et puis, comme toujours, tout n'est pas une science exacte. Il faut savoir déceler parce que tu as une multitude ou tu as deux, trois éléments qui te l'indiquent. Tu as la baisse de productivité déjà qui peut en être un, mais qui n'en est pas forcément un. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le cycle de 3 mois chez un commercial. C'est un cycle où tu exploses et puis d'un coup, ça fait 3 mois que tu bombardes, donc à un moment, tu as une fatigue. J'ai rarement vu, même moi qui ai réussi ma carrière de commercial, j'ai eu des managers géniaux aussi, donc ça a contribué, je pense. Mais j'ai jamais été 12 mois à fond. C'est pas possible. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une expérience et je vais te le partager. C'est que quand j'ai bossé dans une entreprise qui vend des formations d'anglais très connues sur la place de Paris en France, le mois de septembre, c'était le mois de tous les records. Le mois de septembre se termine, j'ai explosé, je termine premier commercial France, j'explose un record que personne pensait possible. J'ai bossé de 8 heures à 23 heures, j'étais avec ma conjointe toujours du moment, mais sans enfant. Donc je lui avais dit, c'est le mois où je peux aller chercher le maximum, on y va. Je me suis trouvé avec une UVI de 4 jours plus tard, bloqué pendant 15 jours à l'hôpital Cochin. Donc forcément, ça a un impact. On le paye à un moment ou à un autre. Et ça se constate par quoi? C'est qu'ensuite, à partir du moment où je suis revenu, j'ai tellement voulu prendre soin de moi qu'il y avait un déséquilibre. Et donc, ça a eu un impact sur la productivité, ça a eu un impact sur, on me demandait de faire quelque chose, j'avais perdu mon sens de l'organisation. En fait, j'avais tout perdu alors que j'aurais pu me préserver aussi en amont. Mais les différentes choses qui te permettent de voir qu'un commercial, en fait, est en difficulté sur le plan émotionnel, c'est qu'il commence à reproduire des erreurs fréquentes, il se désintéresse à certains sujets primordiaux, il devient irritable, il s'isole, tu sais, cette fameuse, allez, ce soir, on fait une soirée avec l'équipe, tout le monde va au restaurant, et puis il te dit non, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu commences à comprendre qu'en fait, il est dans les vides, il est l'évitement, il veut absolument pas venir. T'en as un autre aussi qu'il faut savoir revoir et observer, c'est quand tu fais des réunions commerciales, tu peux avoir de temps en temps des personnes au sein de l'équipe qui peuvent se chiffonner. Mm. Donc Oui. il y a le chiffonnement qui est obligatoire parce que voilà, c'est des équipes commerciales aussi, comme toute équipe, ça monte au créneau, ça a du fort caractère. Mais tu as aussi le côté agressivité pure où en fait tu dis non, là il y a un décalage avec tout. Donc il faut savoir observer ces points-là. Donc là c'est le travail du manager, même des collègues. On met toujours le manager, c'est lui qui doit tout faire. Non, parce que déjà il faut savoir manager son manager et il faut savoir manager son collègue aussi. Mais Mm. en fait, il y a ce côté où il y a plein de petites alertes, comme je viens de te les citer.
les retards, les absences. Et il y a un truc que moi je trouve ouf, c'est le présentéisme. C'est les gens qui viennent pour pas être absents, mais alors qu'ils sont complètement au bas de l'échelle en termes Mm. de morale et de motivation. Et en fait, ça, c'est un indicateur où il faut savoir le voir, il faut savoir le comprendre quand tu es de l'extérieur, quand ça te concerne toi-même aussi. Mais je dirais toujours que il faut savoir en fait apporter une solution. Parce que c'est comme je dis souvent, c'est dans mon rôle de formateur du quotidien, je suis pas là pour vous expliquer les choses, je suis pas là pour vous dire qui, quoi, mais je suis là pour vous dire comment. Donc quand tu sens qu'il y a une personne qui est comme ça, tu as plein de façons de faire. Chaque manager a sa façon. Mais l'essentiel numéro un, c'est de montrer que tu l'as compris et le dire à la personne. Le dire en valorisant aussi le fait que s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il a beaucoup voulu travailler, beaucoup se donner, mais qu'à un moment, il a le droit aussi de baisser un petit peu de rythme, on lui en voudra pas. Et baisser un peu de rythme ne veut pas dire perdre de l'argent, veut dire prendre soin de soi. Et ça, c'est hyper important dans Oui. les équipes commerciales. Oui, prendre soin de soi pour mieux performer plus tard. Alors, Ouais. on nous dit que enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend classiquement, que que les neurosciences Ok. aident à comprendre la manière dont les humains que nous sommes prennent leurs décisions. Bon, jusque-là, on suit. Et en comprenant les mécanismes cérébraux et corporels du stress et de la motivation, les managers peuvent mettre en place des stratégies efficaces pour créer un environnement de travail épanouissant. Youpi! Bon, comment les neurosciences, pour de vrai, Walter, comment les neurosciences peuvent-elles aider à mieux comprendre et gérer le stress lié à la performance commerciale? Alors, déjà, les neurosciences, on a deux écoles. On a l'école qui te dit, par exemple, sur l'histoire des trois cerveaux, sur plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les neurosciences, c'est la capacité à comprendre ce qui se passe dans le cerveau. D'accord? Je vais pas rentrer dans les détails parce que, au risque d'avoir un langage, un glossaire un peu trop technique, je vais en perdre certains. Mais les neurosciences, c'est un sujet extrêmement intéressant à partir du moment où on est dans la volonté de vouloir comprendre aussi. C'est ça le sujet numéro un de la neuroscience. Moi, à mon avis, aujourd'hui, la neuroscience, on est à 10% de ce qu'on peut faire vraiment. C'est comme de toute manière dans la chirurgie ou autre, on n'a encore rien compris vraiment de notre cerveau. On est en phase de découverte sur plein de sujets. Mais ce qu'on peut faire, comment la neuroscience, elle peut nous aider? En fait, la neuroscience, elle peut nous aider je vais dire, comprendre les mécanismes du stress. En fait, elle peut nous aider à le maîtriser, le comprendre, parce que le cerveau, en fait, pour moi, je dis souvent, le cerveau, il est plastique, puisque le cerveau, en fait, on le découvre quand on franchit certaines limites, qu'en fait, il est capable de s'adapter à des choses dont on ne pensait pas du tout être capable de le faire, parce qu'on a notre plafond de verre, parce qu'on a nos barrières, nos limites. Mais je pense, et j'en suis convaincu en tout cas, que ça pourrait permettre à tout le monde d'identifier tout ce qui va être déclencheur de stress. C'est-à-dire vraiment ce travail d'anticipation pure. Donc, on va dire qu'il il y a toute une notion, en fait, un mot que j'entends souvent, c'est le côté résilience. C'est que ça va Mm. permettre aux équipes commerciales à qui ont une compétence qu'on leur demande fortement, et pas que à eux, hein, mais particulièrement les commerciaux, c'est ce côté résilience. Pourquoi? C'est un métier bourré d'échecs. On fait 90% d'échecs sur 10% de réussite tout au long de notre carrière au niveau commercial. La neuroscience, elle peut avoir cette capacité, en fait, de nous aider à mieux comprendre nos capacités cognitives, comme la régulation émotionnelle, comme la capacité de résolution des problèmes, comme la gestion du stress. La gestion du stress, elle peut se faire avec différents exercices. La respiration, on en reparlera, je pense que tu vas ouvrir le sujet, mais elles peuvent nous aider en tout cas à mieux déceler, anticiper, comprendre, mais il ne faut pas en faire une science exacte. Tu sais, c'est comme une personne qui a les bras croisés, ça ne veut pas dire qu'elle est fâchée, parce que c'est une Oui, non, position de pas confort, tu forcément. vois. Donc, c'est la même chose que je te disais tout à l'heure, il y a différents éléments qu'il faut se dire à un moment, ben, il y en a un, deux, trois, bon, il y a peut-être quelque chose, je vais agir, je vais en parler avec lui. Donc, pour moi, les neurosciences, elles peuvent nous aider à mieux comprendre, mieux réagir, mieux anticiper et mieux trouver une solution et répondre aux commandes. Mm. Ah bah, justement, tu parlais de bonnes pratiques. Donc, ma question, la Ben voilà. question suivante, c'est quelles bonnes pratiques en matière de gestion du stress et de résilience recommandes-tu aux commerciaux, et pas que finalement, pour équilibrer travail et vie privée? Donc, le stress proprement dit, mais aussi l'équilibre pro-perso. Ouais, bah, en fait, l'équilibre pro-perso, tu sais, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience que
c'est pas l'équilibre 50-50 qu'il faut avoir, c'est bien assimiler qu'on a bien ces deux vies-là à gérer et on doit être la même personne dans les deux. Pour moi, il y a des choses comme la pratique de cohérence cardiaque. En fait, ça, c'est un sujet, on le voit monter en puissance depuis des années. Quand j'étais à l'armée, on le faisait déjà. C'était la sophrologie. C'est la capacité, je ne connais pas la définition exacte, on va se mettre d'accord là-dessus tout de suite, mais c'est la capacité à respirer, à se comprendre quand on respire et à maîtriser, on va dire, l'organe des poumons. Il y a donc la cohérence cardiaque, il y a aussi l'application, je t'en parlais tout à l'heure. Moi, c'est un exercice que j'apprends à ma fille, qui est assez dingue, et je regrette de ne pas l'avoir utilisé quand j'étais sales. C'est cette capacité à expirer 5 secondes et inspirer 5 secondes. Je te fais une petite anecdote, c'est qu'à l'armée, c'est là qu'on m'a appris pour la première fois comment on pouvait courir. Parce que d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie. Les pratiques pour l'équilibre, c'est de faire du sport, c'est recommandé, ça n'a jamais été autant recommandé. J'ai l'impression qu'on en parle plus qu'il y a 20 ans. Avant d'aller faire du sport, par exemple à l'armée, on nous disait il faut travailler votre exercice de respiration, c'est-à-dire il faut souffler 5 secondes, donc expirer 5 secondes, inspirer 5 secondes. Et en fait, tout le monde est prêt à faire cet exercice, mais n'est prêt à le faire que 3 répétitions. Alors qu'en vrai, le vrai sujet, si tu veux vraiment t'enlever du stress, t'apporter quelque chose de génial en termes de pratique, bloque-toi 5 minutes. C'est quoi 5 minutes dans une journée? 5 minutes où tu t'appliques à faire un exercice de respiration et je te garantis, enfin, on le voit tous, quand tu fais ce genre de choses, d'un coup, déjà, tu te concentres un peu sur qui tu es, tu te permets de te reconcentrer sur l'essentiel, les bases. Donc, pour moi, il y a vraiment cette logique de pratique de cohérence cardiaque. L'exercice physique régulier, en fait, déjà, il faut savoir que quand tu fais du sport, ça, alors, je connais pas au niveau chimique, moléculaire, est-ce que tu veux, mais qui est rentré d'un footing triste, sauf s'il s'est blessé. Personne n'est jamais rentré d'un footing triste quand il s'y met et quand il le fait à fond. Oui, tu as de la frustration parce que tu n'as pas bien respiré, mais tu te sens utile. Tu te dis, waouh, j'ai fait du sport, c'est cool, je suis bien dans ma peau, je me sens heureux. Et tu le vois dans toutes les personnes qui décident justement d'apporter ça dans leur vie. En fait, ça a un impact génial. Et là, sincèrement, s'il y a quelqu'un dans le chat là aujourd'hui qui me dit, j'ai déjà fait à chaque fois que je fais un footing, je suis triste, dites-le moi, c'est important parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai personne qui m'a jamais sorti ce genre de choses. Et Footing après, il y a une ou autre. chose. Footing ou Ouais, autre ouais, bien sport. sûr, tu as raison. Activité physique, oui. Et d'ailleurs, bah, tu sais quoi, tu as raison, parce que moi, je déteste courir tout seul. Donc ça, je peux pas aller courir tout seul. C'est l'armée qui m'a imposé ça. Je ne sais pas faire un sport individuel. Donc, si je vais courir, c'est avec un pote, faire du vélo, le truc qui monte en puissance en flèche, là, le paddle pour les hommes ou les femmes. Je parle pas du truc avec la pagaie, hein, bien évidemment, tout le monde l'a compris. Je parle de la raquette. C'est la Quoique. prononciation, je sais jamais. Ouais, quoique, exactement. Mais encore une fois, j'ai l'impression d'être tout seul sur ce truc-là, donc je n'ai pas envie. Mais en fait, tout ce qui va te permettre en fait de te défouler, de relâcher. Tu vois beaucoup de femmes et d'hommes qui se mettent à la boxe parce que c'est tout un exercice 100% corporel. Léon Marchand qui a fait exploser avec Nadal et Federer les licences natation et les licences tennis. Voilà, en fait, il est important de trouver en tout cas le sport qui vous fait vibrer. Moi, c'est le volleyball. Je joue au volleyball avec une équipe depuis maintenant 3 ans et j'avais joué quand j'étais à l'armée dans l'équipe de Nîmes. Le sport est une notion extrêmement importante à mes yeux. Il faut vraiment s'impliquer. Et encore une fois, j'ai un coach sportif qui m'a dit une phrase un jour, qui m'a dit, Walter, je cherche pas ta motivation, je veux ta discipline. Et en fait, c'est Mm. juste une question de discipline. La motivation viendra après. C'est sûr que les premières séances de sport, ouais, ça donne pas envie, mais on ne rentre pas triste de ce moment. Mm. J'en parlais Absolument. hier. J'en parlais hier, ma chère Corinne. Je parlais hier dans un post sur LinkedIn de la visualisation mentale. Parce que quand tu Mm. me demandes comment on fait pour éviter les pratiques ou autres pour le stress, la résilience et compagnie, moi je parlerai aussi de visualisation mentale. J'ai du mal avec ce mot, en tout cas l'idée qui est derrière moi. Mais c'est cette capacité à se projeter. Et je donne souvent comme exemple Usain Bolt parce que c'était le plus célèbre dans sa discipline ces dernières années. Mais Usain Bolt faisait un truc et moi ça me marquait, c'est que je l'ai pas découvert de moi-même. Il a fallu que quelqu'un me le dise, comme je vous le dis à vous. Mais c'est que c'est l'un des rares sportifs d'athlétisme qui, lorsqu'il posait ses mains, tu sais, avant de take your mark, là, quand il dit ça, juste avant ce moment-là, en fait, on voyait sa chaîne qui pendait, mais surtout, on le voyait regarder au loin. Et en fait, il a expliqué dans un documentaire qu'en fait, il se voyait franchir la ligne en levant les bras. Donc, le gars se voyait déjà gagnant. Et dans son éducation à lui, c'est pas de la prétention comme ça pourrait le passer en France pour certains profils. Lui, c'était la gloire, la quête de réussite. Donc, tu vois, c'est
C'est la visualisation, comment tu décides de voir cette chose-là, par exemple. C'est exactement. Je vais vous raconter une bêtise, mais il y a, moi, tu vois, toi, tu as une petite fille, mais moi, j'ai un petit chien, j'ai un Westie, et, euh, et donc, je vais promener mon chien dans la rue, hein, moi, je suis en plein Paris, et il se met à pleuvoir, et je me mets à courir. Bon, évidemment, je ne cours pas, je fais pas de footing, je fais pas, enfin, je suis pas une runneuse. Et donc là, il y a un monsieur qui me regarde, mort de rire, et il me dit ah ben il y a de la marge pour ressembler à Usain Bolt. Et j'étais mais morte de rire, mais il n'empêche que j'étais super contente d'avoir couru à la fin le temps qu'il fallait quoi. Mais c'est vrai que c'est satisfaisant en fait une activité physique et même là c'était pas voulu, mais c'était super satisfaisant même si mon mari après m'a dit on aurait dit Charlot qui court. Ben voilà, il y a encore ce concept qui rentre en ligne de compte, c'est quelle image on veut donner. Tu vois, c'est Mais marrant, c'est ça que tu as n'a retenu aucune ça. importance. Mais Exactement, exactement. déjà, il faut le faire. Et j'étais Tu super te rends, contente d'avoir couru un mais petit peu. bravo, bravo. C'est là, c'est ce sentiment de fierté, faut qu'il soit intouchable demain. Personne ne doit vous enlever cette fierté-là. Exactement, exactement. Et alors, J'oublie un si on- truc. oui, J'oublie un truc. Moi-même, je l'applique pas. Donc déjà, attention, je suis pas bon dans ce que je vais vous partager. C'est-à-dire tout ce que je vous ai partagé jusqu'à maintenant, j'en suis conscient, je l'applique. Mais celui-là, je l'applique très mal. Vous êtes prêts? C'est le sommeil réparateur. ah ouais, Je me dis tout le temps, il est 21 heures, hein, je suis KO, je suis déjà en train de me dire je vais me coucher. Mais en fait, j'ai tellement besoin, j'aime trop la vie. Tu sais, on dirait le speech de Edouard Baird, là, j'adore la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. En fait, j'aime tellement vivre, moi, je dors que 6 heures, hein, faut le savoir. Hein. Depuis l'armée, j'ai appris à travailler mon sommeil, je ne dors que 6 heures, je ne peux pas dormir plus. C'est perso. Mais à 21 heures, je me dis, allez, vas-y, va te coucher, t'es KO technique, tu te lèveras tôt, tu vas aller faire un sport, tu vois. Je me le dis, hein, je le fais pas. Et pourtant, on le sait très bien que ce coucher tôt, en fait, permet à son métabolisme, son corps, en fait, tout ce que tu veux, même chose. Tout ce que je sais, c'est que ça a un impact neuroscientifique qui est très fort. Et pourtant, je l'applique pas. Ouais, bah Steve, tu m'étonnes, je me reconnais tellement là-dedans. Mais on est tous comme ça. Il y a que les notre consul- Ronaldo, les sportifs de très haut niveau, qui eux, à 21 heures, ils ont une routine, ils ont la lampe Philips qui fait de la lumière solaire, qui fait que le jour se couche. En fait, ils ont tout un rituel, mais parce qu'en fait, ils se sont disciplinés comme ça. Nous, tu te disciplines un jour, 2 jours, mais qui s'endort vraiment tous les jours à 21 heures, à part ma meilleure amie, je sais pas comment elle fait, tout le monde s'endort. Mes potes, je leur dis à chaque fois, le meilleur moment où je peux t'appeler, c'est 23 heures. Pourquoi? Parce que je sais que tu es debout. Et c'est ça le problème. Et Ouais. je pense qu'il y a un vrai sujet pour retirer du stress. Il faut savoir prendre soin de soi. En ce moment, c'est marrant, c'est que je le conseille à ma femme. Je lui dis, chérie, s'il te plaît, va te coucher. Et elle me dit, oui, mais je peux pas, j'ai du travail. Je dis, lève-toi plus tôt. Fais-le le matin quand le cerveau est à 200%, plutôt que le soir quand il te reste 20% et que tu es en train de les cramer, en fait. Tu sais, c'est comme je dis souvent, hein, et tout le monde le dit, c'est pas comme un téléphone. Un téléphone, on te recommande d'utiliser 100% de la batterie et de le recharger. Et tout le monde le recharge à 37%. Nous, c'est justement, c'est exactement la pratique qu'on a avec notre téléphone qu'il faut faire avec nous, et la pratique que tu as avec toi, tu le fais avec ton téléphone, tu le laisses se décharger entièrement. Voilà. Euh, Je voulais Notre juste pas oublier celle-là consultante, parce que pour moi, elle est trop importante. ouais, mais notre consultante santé Plumenvise, qui s'appelle Audrey Bucaille, Ok. qui est aussi coach sportif, elle est ostéopathe et coach sportif, nous dit régulièrement, pensez au SAM, appliquez le SAM. C'est quoi le SAM? C'est le C'est sommeil. celui qui conduit? Non, je déconne. C'est pas, non, c'est pas ça qui conduit, mais peut-être. C'est le sommeil et le sommeil réparateur. Donc, se coucher avant 22 heures. Ok. L'alimentation, prendre soin de son alimentation, donc ce que l'on ingère. Et puis, le mouvement, donc l'activité physique. Et quand on applique ce SAM, elle dit vraiment, on en ressent un bien-être et c'est important, quoi. Et donc, on avance. Les, les Elle est facteurs, magnifique cette slide. les facteurs de stress des commerciaux sont nombreux. Donc, la charge de travail qui est hyper intense et souvent trop importante d'ailleurs. Le niveau d'exigence à maintenir
en flux tendu, être force de proposition et toujours proactif, quelles que soient les conditions de l'entreprise, le contexte, la pression répétée, le niveau du challenge, où ça, enfin, ça demande vraiment à toujours se dépasser, dépasser ses objectifs, atteindre dans le temps ces satanés objectifs, etc., etc. Comment l'écoute active peut euh, peut être utilisée pour améliorer les relations, réduire les tensions perso, pro. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment utiliser cette satanée écoute active au secours de notre stress professionnel? Alors, déjà, l'écoute active, il y a le mot écoute, il y a le mot entendre, il y a le mot, il y a la notion écoute active. L'écoute active, c'est la capacité à écouter de façon active, ça veut dire à prendre en compte ce qu'ils nous ont dit pour pouvoir le redonner comme information ou le réadapter de toute manière par rapport à ce qu'on va dire. C'est l'exemple, je vais te montrer l'inverse de l'écoute active. L'écoute active, c'est, tu as une personne qui parle et qui dit, ah, moi, je vais changer de travail, et l'autre qui dit, ah, mais on parle pas, moi aussi. Eh ben, moi, justement, je vais changer de travail, je vais passer de la comptabilité je sais pas moi, au juridique. Ah, bah, tu sais quoi, moi, j'avais pensé un jour aller au juridique. Voilà. Ça, c'est de l'écoute pas du tout active, c'est même pas de l'écoute, c'est même pas de l'entendre, c'est une conversation qui n'a ni queue ni tête. Je l'utilise souvent en métaphore dans les formations commerciales parce que malheureusement, ça arrive. Donc, l'écoute active, en fait, moi, ce qui me choque le plus, je te le dis en franchise, c'est qu'on passe notre temps à dire aux commerciaux, il faut que vous soyez dans l'écoute active, mais on ne les forme pas à ça. En fait, on ne les forme pas du tout à faire de l'écoute active. Ah, bougez pas, je vous avais prévenu. Oui, chérie. Tu veux plus, tu veux faire quoi, chérie? Dis-moi. Eh ben, tu peux dessiner, chérie. Prends les marqueurs. Et Hop, puis, le dessin voilà. animé était fini. Bah, c'est Toy Story, j'arrive même plus à l'éteindre. Allez, vas-y, dessine, chérie. Voilà, écoute active. Tu veux quoi? Dessiner? Ben, tu peux dessiner. Non, je déconne. Genre le mec qui piqué une démo là-dessus. Mais, Mais en fait, on forme les commerciaux, on leur demande de faire de l'écoute active, on leur conseille de faire de l'écoute active, mais on ne les prépare absolument pas à ça. L'écoute active, en fait, je l'utilise souvent sous une méthode qui est, chaque fois que le client te donne une information, d'accord, tu le gardes avec une bille, il te donne 60 informations, tu as 60 billes. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ces billes? Comment tu vas les réutiliser derrière? Ben, en fait, bien, je vais y avoir besoin que de 20 billes pour pouvoir réutiliser. J'ai pas besoin des 60. Il y en a, c'est de l'information, je la garde. Il y en a, c'est la date de naissance de sa fille. Bah, ça ne sera pas utile pour en parler. Et en fait, l'écoute active, il faut savoir qu'elle a lieu de toutes parts. Je ne veux pas qu'on pointe du doigt les N+1 à chaque fois, parce qu'elle vient aussi d'en bas. L'écoute active, en fait, comment elle peut sécuriser au niveau du stress professionnel? En fait, il faut savoir que là encore, elle a un impact sur le conjoint, quoi qu'il arrive. La première chose, c'est que l'écoute active, il faut qu'elle puisse permettre à tout le monde de se remémorer ce qui avait été dit et d'être sûr d'aller dans le même sens. Je te donne un exemple, en fait, parce que je pense à un exemple très fort. Tu as déjà eu des réunions dans une entreprise où la personne te dit, bah si, je te l'avais dit. Ouais. Voilà. C'est un manque d'écoute active. Par contre, la façon dont c'est amené, c'est ni fait ni à faire. Ok. Mais c'est cette notion, en fait, que l'écoute active va permettre de faire en sorte qu'on s'en rappelle. Aujourd'hui, tu as des logiciels. Je crois voir d'ailleurs que vous avez ce type de logiciel dans les participants qui est Nuta, qui te permet de récupérer toute l'information qui a été dite et d'en faire des bullet points. Ben, en fait, on te conseille aux commerciaux d'avoir de l'écoute active pendant leur rendez-vous, mais on oublie de leur conseiller de l'avoir pendant les réunions. On oublie de mettre des outils en place pour les réunions alors qu'on les met dans les solutions avec les clients. Et surtout, en fait, moi, ce qui me choque le plus, c'est quand le commercial arrive euh, chez lui et que là, il est plus du tout dans l'écoute active avec son conjoint. Ça, c'est le truc qui me bouffe le plus. C'est que tu as des gens qui sont excellents en écoute active professionnelle, donc qui arrivent à résoudre tout ce que je viens de te dire. Quelqu'un vient de dire que c'était l'un des plus beaux soft skills. Clairement, je ne sais pas si on pourrait mettre une qualité exceptionnelle devant toutes, mais je pense que pour moi, ça fait partie des compétences extraordinaires que si tu l'as avec ton client, utilise-la aussi dans le bien-être de l'entreprise, de l'équipe avec laquelle tu bosses, et utilise-la aussi dans ta vie perso. Parce que le terrain perso, c'est le meilleur entraînement pour savoir être capable de le gérer au mieux derrière. Quand je vois des hommes qui me partagent, ou des femmes qui me partagent cette notion de j'écoute pas trop ce que me dit mon conjoint parce que je suis fatigué à la fin de la journée, mais c'est le meilleur terrain pour pratiquer. C'est le meilleur terrain. En fait, ça te permet de créer un espace de confiance, t'améliores une compréhension mutuelle, tu diminues des tensions émotionnelles, c'est assez fort. Tu vas, tu vas avoir tu vas empêcher une accumulation de stress.
Oui, Ouais. tu peux, tiens, chérie. Et il y a Steve qui nous dit que ça reste quelque chose de dur à appliquer tant l'émotionnel prend de la place dans nos échanges. Ce qui est vrai, c'est un entraînement en fait. C'est aussi un entraînement. Oui, c'est un entraînement, c'est très difficile à maîtriser et ça rejoint, et merci Steve, parce que je vois très bien qui est Steve, il est formateur aussi dans la partie commerciale. Tu as raison, parce que c'est un des points les plus difficiles à mettre en avant, parce qu'en fait, on ne donne pas la définition, on n'explique pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne donne pas le comment. On n'explique pas comment ça se pratique, comment ça se met en place. Et en fait, il y a des jeux pour ça, il y a des ateliers qu'on fait normalement tous les formateurs commerciaux, parce Mm. que c'est l'une des bases essentielles du rendez-vous client. C'est que là où tu es persuadé qu'il faut passer 40 minutes en argu et 10 minutes en découverte, c'est totalement l'inverse. Et donc, si tu n'as pas l'écoute active, tu ne conçois pas de faire un rendez-vous de découverte plus long. Donc oui, c'est hyper difficile à mettre en place, mais il y a des formations pour ça, il y a des entraînements, tu peux le faire travailler parce que tu as des gens qui sont visuels, des gens qui sont auditifs, tu as les kinesthésiens aussi. En fait, tout ça, il faut que tu arrives à cerner qui a sa meilleure façon de capter quelque chose et qui a aussi cette capacité à le mettre en pratique. Donc, on peut en parler des heures de l'écoute active. C'est ça le sujet justement en France Ouais. aujourd'hui, et pas qu'en France, mais je peux pas parler des autres pays, je les connais pas, mais dans le business commercial. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que derrière tout ça, il y a une notion très forte, c'est que l'écoute active, c'est un élément essentiel aujourd'hui qui est totalement en adéquation avec moi pour le côté intelligence émotionnelle dont on parlait tout à l'heure. Mm. Et alors, quels sont les principaux obstacles rencontrés par les commerciaux pour appliquer ces techniques d'écoute active? Moi, je vais appeler ça technique, Il y en a un qui est que ce fabuleux. soit Vas-y. en vie pro ou vie perso. Ouais, il y en a un qui est trop fort. Et tu vas voir, je vais te le partager. Je le vois quand j'arrive en entreprise certaines fois, et je l'ai vécu moi aussi en tant que commercial. C'est que tu ne concentres plus du tout ton écoute lorsque tu subis la pression des objectifs, lorsque tu as un rythme trop élevé. En fait, tu te consacres malheureusement sur des choses qui ne sont absolument pas essentielles parce que tu te consacres uniquement sur le fait d'atteindre un objectif et il y a que ça qui te préoccupe. Il y a le côté un truc que tu vois souvent et on le voit tous, c'est l'écoute et même nous on le fait au quotidien. Oui, Thierry, prends ça. C'est l'écoute avec l'intention de. Non, mais tiens, je fais un temps mort parce que moi, ça me dérange absolument pas que ma fille soit en visio avec moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Je fais juste une parenthèse. Oui. Pendant le Covid, il y avait un journaliste américain. Son enfant rentre derrière lui. Il fait l'air de rien. La nounou arrive. Il y a l'autre gosse qui débarque. T'as Oui, je l'impression que la c'est connais. carnage à la maison. Et en fait, moi, je me suis senti trop mal à l'aise quand j'ai vu ça. Je dis, mais merde, c'est ta vie, en fait. Justement, l'équilibre vie pro-perso, il passe aussi par le fait d'accepter que les deux se réunissent. Absolument. Mais il y a, tu vois ce que je te disais, il y a l'écoute avec intention de répondre et pas l'écoute avec intention de comprendre. Énorme cette vidéo. Mais oui, c'est vrai, ce passage-là, moi, il m'avait frustré. Franchement, il avait généré une émotion qui était tellement ouf chez moi. Bref, ça, c'était la parenthèse. Merci chérie, tu m'as permis de placer ce truc-là aujourd'hui, c'est cool. Mais la pression des objectifs, on en parlait tout à l'heure, il y a d'être tout le temps dans un rythme très élevé, de pas prendre soin de soi, d'avoir cette écoute biaisée qui est pas du tout consacrée et concentrée sur le client. Donc, les obstacles, en fait, c'est tout ce qui va être le focus du commercial. Donc, si tu as une personne, un manager, un directeur qui dit allez les gars, on y va, on se défonce et compagnie, ça n'aura pas le même impact qu'un gars qui dit allez les gars, on y va, on comprend vraiment nos clients et quand on aura compris nos clients, forcément ça apportera du business. Mais focalisez-vous sur ce client qui est en face. Regarde juste, hein, il y a deux boîtes qui cartonnent parmi tant d'autres, hein, je vais en citer deux, c'est Apple et Amazon. Ok, ils Oui. ont plein de défauts, j'ai pas de sujet, mais ils cartonnent pour un truc. Et j'utilise en ce moment une technique qui s'appelle la technique Samsung. J'ai commandé un écran chez Samsung, le commercial me répond, monsieur, au nom de tout Samsung, on est vraiment désolé avec l'expérience que vous venez de vivre. Putain, mais ils sont focus quoi? Ils sont focus chiffre d'affaires au client. On a la réponse, c'est bon, on le sait. Et donc, tu sais que les gens, ils sont dans un bien-être aussi parce que ça te baisse l'intensité du client en face déjà. Mais en fait, ça, ils n'étaient pas là pour répondre, ils étaient là pour écouter et entendre ce que j'ai à dire. Et du coup, sur cette partie performance et bien-être, Oui. sur laquelle on arrive, de quelle manière
peut-on, j'allais dire jouer, mais c'est pas jouer au sens jouer enfant. euh, Comment peut-on, de quelle manière le bien-être du conjoint peut-il influencer positivement la performance des commerciaux? Tout à l'heure, tu parlais par rapport à cette sérénité de savoir pour les congés qui sont bien posés, etc., etc. Le côté salaire à la fin de mois aussi, donc ce côté confort pécuniaire. Euh, Comment est-ce que ça joue? Comment trouver cet équilibre finalement, euh, bien-être et performance? Parce que comme tu l'as dit, finalement, la performance, enfin, c'est ce qui maintient le commercial au quotidien. Ce challenge. Comment amener Alors, le quand bien-être? quand tu me poses cette question, ça m'évoque plusieurs choses. Déjà par la communication. Que ce soit la communication écrite dans l'entreprise sur de l'affichage, que ce soit de la communication sur email. Il y a plein de sujets. Et encore une fois, on touche le conjoint. C'est-à-dire que si tu prends soin de ton collaborateur, automatiquement, ton collaborateur, indirectement, il aura un comportement qui sera très positif. C'est très dur. Tu sais, aujourd'hui, les entreprises se battent beaucoup dans cette QVCT au travail. Je sais qu'il y a plein de termes techniques qui existent. Il y a la politique RSE, il y a plein de choses. Je vais te partager un truc. Je devrais même pas le partager ici parce que je fais du teasing pour un truc que je vais sortir dans quelques semaines. J'ai interrogé quelqu'un il y a quelques jours, d'accord, il y a 2, 3 semaines. C'est un épisode qui sortira début d'année. J'ai interrogé une personne d'une boîte très connue, d'accord, et je lui dis à quel point ton entreprise s'implante et s'impacte dans le bien-être des collaborateurs. Il m'a sorti une réponse. Même moi, je ne pensais pas que c'était possible qu'une entreprise réussisse à faire ça. Le lundi matin, 0 réunion. Celui qui envoie une réunion, il est convoqué par le service RH. En fait, le lundi matin, c'est chacun se concentre sur ses objectifs de semaine, prend le temps, se remet à niveau. Et en fait, tu sais, quand tu débarques le lundi matin, je ne sais pas si tu sens, même l'intonation de ma voix elle a changé parce que j'ai ressenti le stress derrière ce Ouais. truc-là. Quand tu as cette notion et ça fait 23 ans que cette personne bosse dans cette boîte-là, hein. C'est pour te dire en fait à quel point ils prennent vraiment soin des salariés. Personne reste 23 ans si tu es insatisfait. Et en fait, il m'explique, j'ai jamais trouvé une boîte où on était autant dans la protection et la mise en avant de ses collaborateurs. Et tu m'étonnes avec je vous ai donné un exemple parmi tant d'autres. Je vais pas tous vous les raconter parce que je casserai mon teasing à fond là. Mais tu te rends compte, 0 réunion le lundi matin. La première réunion démarre à 14 heures le lundi dans cette boîte. À quel moment tu prends pas soin de tes collaborateurs ou du bien-être? Ça a un impact qui est très fort, c'est sur l'émotion, déjà, sur la stabilité émotionnelle du collaborateur. Ça peut avoir un impact forcément, à mes yeux, ça va enlever du stress. En fait, j'ai presque eu envie de bosser dans cette boîte pendant 2 secondes. Alors que je ne veux plus être salarié, c'est une volonté perso, parce que je m'épanouis pleinement aujourd'hui à mon compte. Mais j'ai eu des boîtes où tu avais la possibilité tu avais une communication qui était bien-être, mais un comportement et des actions qui ne l'étaient pas. J'ai eu des boîtes où on était totalement dans cette posture-là. J'ai vu la différence de mes résultats quand j'étais dans les deux sociétés. Et j'ai même pas besoin de vous le décrire, vous le savez forcément, ça a un impact. Mais j'ai vu quelqu'un mettre un commentaire sur le lundi matin. En fait, le sujet Oui, n'est pas le. je vais revenir, c'est ce que j'allais dire. Denis Marian, je vais revenir sur vos commentaires ou questions dans quelques minutes. Là, on a quasiment terminé la conférence, donc je vais revenir après. Ok. En tout cas, c'est pour revenir par rapport à ce que tu disais, c'est comment on peut influencer le bien-être et la performance. En fait, il faut chercher à mettre son collaborateur dans de bonnes conditions. Mais je vous demande un exercice, il y a des managers, il y a des trucs, ne cherchez pas à réussir à mettre 100% de vos collaborateurs dans un bien-être, ce n'est pas possible. Ça s'appelle la perfection, ça n'existe pas. Cherchez à mettre un maximum de collaborateurs dans le bien-être et forcément, ça aura un impact sur la majorité. Parce qu'il y a un film qui me permet de vous dire ça aujourd'hui, c'est le film Coach Carter. À un moment, il y a un gars qui se lève dans la salle de basket, qui sort de sa chaise et qui dit si vous vous permettez de briller, alors vous permettez aux autres de pouvoir activer leur lumière. En fait, cherchez à faire briller une majorité de collaborateurs, ils auront un impact normalement positif sur ceux qui n'ont pas encore commencé à briller. Donc, si vous voulez maximiser le bien-être aujourd'hui de vos collaborateurs,
bah, commencez déjà par essayer d'en apporter une majorité vers le haut. Ben, la dernière question, en fait, c'est vraiment par rapport à ça. Est-ce que Ouais, tu peux nous donner, là, tu en as déjà oui, donné, mais des exemples d'actions concrètes que les ouais. entreprises pourraient mettre en place de manière relativement simple, pas forcément coûteuse, juste des bonnes pratiques, des idées. Oui, alors, attention à ne pas penser que je crois que le monde des bisounours existe. Mais il y a quelques idées qui sont possibles. Pourquoi? Parce que on a beau dire ce serait bien de faire ça, des fois c'est pas possible. On peut essayer, c'est pas possible, tout n'est pas possible. Mais je vais en proposer certaines. Il y a la notion de télétravail, ça a apporté un plus. Mais attention, il faut qu'il y ait une équité. Je pense à une grande boîte qui a fait parler d'elle sur cette notion de télétravail ces derniers mois. La notion, elle est de permettre aux gens de comprendre qu'on accepte qu'ils aient cette espèce de sentiment positif qu'ils avaient eu pendant le Covid. D'accord? Je te donne un exemple. Je formais hier une entreprise où ils ont 10 sales, des accounts exécutives. Sur les 10, il y en a 2, elles sont à Bordeaux. Elles viennent 2 jours par mois dans l'entreprise. Mais ça a été conclu. Ce sont les anciennes de l'équipe. Elles étaient là avant. Donc ça a été conclu, ça leur a été donné. C'est difficile de faire de l'équité parce que tout le monde n'y a pas le droit. Alors comment ils font avec les autres collaborateurs? Ben, ils ont parlé avec les collaborateurs, ils ont dit comment on fait pour ceux qui habitent Paris. Et c'est les collaborateurs qui ont apporté une solution. Donc, la première chose, peut-être le télétravail. L'aménagement des horaires. Moi, il y a un truc, c'est qu'il faut savoir faire confiance à ses collaborateurs au niveau des horaires. En Australie, à 17 heures, c'est l'heure de fin de journée. Si à 17 heures, tu n'as pas fini, tu es encore au travail, c'est une preuve d'inefficacité. En France, 17 heures, tu quittes, on te demande si tu as posé un RTT. Allô, il y a un truc qui ne va pas. Donc déjà, c'est d'avoir une communication vis-à-vis des aménagements des horaires de travail. Et c'est d'expliquer, ma sœur, par exemple, elle fait un truc qui est extraordinaire, c'est qu'elle quitte à l'heure qu'elle veut, mais elle a le droit de se reconnecter chez elle pendant 1 heure ou 2 si elle veut. Elle a Voilà. besoin, Si ouais. elle en sent le besoin, elle a le droit. Même Ah si oui. ça, c'est la contradiction avec ce que je vous disais avec l'Australie. Ensuite, tu as un truc que, tu sais, récemment, il y a un truc qui est arrivé en tant qu'homme. Moi, je trouve ça. Tu veux quoi, chérie? Tu vas là-bas, il y a l'imprimante, tu prends dans le boîtier, mon amour. Tu as un truc qui a été mis en place, tu sais, le congé paternité d'1 mois. Oui, C'est arrivé juste après que je sois papa. C'est pas juste. Bah, tu vois, ce genre de choses, je trouve que c'est un truc super qui a été mis en avant. Moi, si je gagne à l'euro million, je l'ai toujours dit, je crée une association pour aider les papas et aider les papas pour qu'ils puissent monter. Bah, tu vois, ce genre de choses, c'est donner aussi, c'est donner, ah bah, je peux pas, chérie. C'est donner une possibilité de faire comprendre à tes collaborateurs que bah, tu as conscience que c'est facile, c'est pas facile, de mettre en place quelque chose. Il y a le conjoint pour soins familiaux. Est-ce que tu sais quelle galère c'est quand ton enfant il est malade d'appeler ton responsable et lui dire je dois garder mon enfant? En fait, il faudrait pouvoir mettre en place un système où le collaborateur, en fait, bah, si son enfant va pas bien, avec justificatif, ce que tu veux, mais on peut faire ça. Il y a aussi un autre truc, je l'ai vu dans une boîte où j'ai bossé, c'est des ateliers pour les parents. C'est que les parents oui, puissent venir en fait faire des ateliers, des séminaires sur la gestion, l'équilibre travail, et en fait que le conjoint soit associé à la vie de l'entreprise. À l'armée, on faisait un truc qui était génial, on avait ce qu'on appelait une amicale. Une amicale, c'est un moment où les collaborateurs se retrouvent tous, t'enlèves le grade, alors c'est difficile parce que ton capitaine, tu vas pas le tutoyer, mais t'enlèves le grade, et en fait, tu viens avec ta conjointe, tes enfants, et tout le monde s'amuse, on fait des, des activités, du bowling, du paintball, enfin on fait tout ce qu'on veut autour de vous dans un MAS MAS, les espèces de grandes villas fermières qu'on connaît dans le sud. Tu as aussi un truc qui est sympa, c'est les journées famille, tu as les récompenses collaborateurs qui peuvent avoir un impact, tu as des subventions, tu as des aides pour aider les collaborateurs. Pas que j'en oublie parce que j'en connais tellement, je suis tellement en capacité de oui. proposer des choses. Et après, tu as aussi, ah oui, tu as un truc. Oui, là, je l'ai vu récemment justement avec ma femme. En fait, c'est la possibilité de mettre un coach pour le collaborateur. Je ne parle pas d'un coach commercial, je parle d'un coach pro diplômé, quelqu'un qui a vraiment appris à maîtriser cet art qui est le coaching. C'est la capacité à ne pas nourrir sa curiosité quand on pose des questions, c'est la capacité à permettre à l'autre de travailler et à réfléchir sur des questions sur lesquelles il ne s'est pas encore posé. Et en fait, tu vois plein de petites choses comme ça. Je pourrais t'en dire plein. Il y en a. Bah tiens, tu te rappelles tout à l'heure, je t'en parlais dans l'anecdote, les congés. Eh ben nous, en fait, on avait encouragé le salarié à prendre des congés en respectant la règle. La règle, je vous la donnais. Hein. Tu veux poser un jour, tu dois l'annoncer une semaine avant. Tu veux poser 2 jours, 2 semaines avant. Un mois, une semaine, un mois avant. 2 semaines, 2 mois avant. Si tu n'es pas dans les délais, c'est un libre accord du manager.
Et en fait, tu connais tellement la règle qu'aucun de mes commerciaux me demandait hors délai. C'est peut-être, allez, c'est pas vrai. Peut-être un qui me l'a demandé en 3 ans. Et j'ai accordé direct parce que c'était tellement improbable que j'en ai qu'un seul que j'ai dit oui tout de suite. Je ne cherche pas à comprendre. Mais c'est de permettre au collaborateur de ne pas se sentir en difficulté lorsqu'il veut demander quelque chose à son entreprise. Parce que le problème qu'il y a, et ça je l'ai déjà entendu, c'est estime-toi heureux, déjà on te paye un salaire. Oh là là. Donc forcément, tu vois, forcément, tu t'entends ce genre de phrase, tu n'es absolument pas dans le bien-être. Donc les actions qu'on peut faire, il y en a plein. En fait, il faut qu'elles soient, je pense sincèrement, il y en a plein. Mais si vous voulez vraiment avoir des actions stylées pour vos collaborateurs, demandez-leur. Demandez-leur qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse. Et vous allez voir que ça va monter, ça va créer je disais hier, une ébullition collective, pour inventer un terme. C'est du terrain que vient la réponse par moment. Demandez-leur et mettez en place les choses. Ils vont se sentir écoutés et vous avez tout gagné. Et justement, lors de la prochaine conférence avec Rachel, je vois que Rachel nous a rejoint. Oui, Merci j'ai vu, Rachel, ouais. bienvenue. Rachel va faire un focus en fait autour de la réglementation du temps de travail, de la gestion vraiment et enfin des impacts réglementaires aussi. Merci à toi Walter pour toutes les informations que tu as partagées avec nous. Avec Je plaisir. vois qu'il y a quelques commentaires, on va dire, notamment Denis qui Oui, nous disait que par rapport à ce que tu disais sur la réunion enfin, ouais, le lundi c'est pas temps matin. libre, mais le lundi matin sans en réunion. Donc, Denis nous dit que lui, il est pas forcément d'accord avec cette pratique parce que dans ses habitudes, dans son entreprise, euh, ils avaient plutôt a priori Des réunions collectives. ouais, Non, ils des n'en avaient team pas, justement. connect qui permettent de partager, d'échanger. Donc après que ce soit le Mais lundi ça, c'est matin, très le lundi bien. après-midi, le mardi, peu importe, mais Exactement. C'est pas voilà, quand est-ce qu'on la met. C'est de témoigner à ton collaborateur que tu comprends qu'il a besoin de se mettre en jambe. Un sportif, quand il débarque sur un terrain de foot, je prends l'exemple du foot, n'importe quel sport, voilà, on va prendre un sport mixte, la natation. La natation, vous croyez qu'ils arrivent, ils débarquent, ils sont froids, mais ils ont été nager dans la piscine qui est cachée. L'athlétisme, ils sont en train de couvrir tous les spectateurs dans le stade. Ils s'échauffent énormément, ils montent le cardio. Et en fait, c'est un peu ça l'image que je peux vous apporter en analogie, c'est Denis, c'est pas un sujet, je pense vraiment, on n'est pas sur le sujet du c'est pas jour ou de bien la du date. lundi matin. C'est extrêmement important de permettre aux collaborateurs de s'exprimer à travers des Team Connect. À quel moment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait le matin? Est-ce qu'on le fait Libre à vous. Il faut juste voir quel impact ça a et l'améliorer ou le diversifier ou le changer si besoin. J'ai Ouais. Steve qui a mis un truc, je le vois dans les commentaires et il a raison. Sur les Un truc crèches. qui ça marche tellement bien ça. Oui, mais c'est Oh, pas toujours faisable. Ça a bien un sûr, coût. mais c'est ce que je Ça a un disais tout coût. à l'heure. Voilà. Si tu veux, on met tout en place et puis on crée une planète qui s'appelle les bisounours. C'est pas possible, on le sait. Non. Mais les crèches, quand c'est possible, l'impact sur la famille, il est fou. C'est-à-dire que tu as des gens qui, des fois, écoute bien tellement il y a un côté négatif aussi. Hein. Tu as des gens qui ne quitteront pas leur entreprise tant que l'enfant ne sort pas de la crèche. Parce C'est qu'ils vrai. ont cette capacité à pouvoir mettre l'enfant à la crèche. Donc, tu vois, ça a un impact positif et négatif. Comme tout, on peut trouver des points négatifs sur tout dépend de la façon dont on le voit. Mais la seule chose, si je devais terminer cette conférence avec toi, Corinne, et je te remercie beaucoup. Non, t'as encore une question? Ah ouais, d'accord. Oh, vas-y, alors j'attends, je balance pas ça. Oui, chérie. Vas-y, Bah, chérie, vas-y. c'est vrai que moi, pour les crèches d'entreprise, je trouve ça absolument génial. Parfois même, ce que je recommande à des clients qui nous posent la question, c'est de regarder les crèches qui sont disponibles, les crèches parentales qui sont disponibles autour. Si on peut prendre des packages ou accompagner les parents pour pouvoir en fait avoir des places dans les crèches qui sont autour ou les haltes garderies. Oui. Et tout à l'heure, je vous disais que j'avais un chien. Ben moi, le mercredi, tous les mercredis, mon chien, il va au centre aéré pour chiens. Non, Mais c'est sérieux. tellement génial, mais c'est tellement génial. Et, Ah, et mais je- j'adore, je suis trop fan. et j'ai trouvé ça parce que des voisins m'en ont parlé et je trouve ça génial. Moi, ça me permet le mercredi d'être dispo
pour mon travail et je sais que le chien, il est heureux, il part en forêt. Donc, ça va au-delà, en effet, voilà, le chien, il fait partie de la famille. Et donc, pour en revenir à quelque chose de plus sérieux qui était la question de Marie-Ange, Dis-moi, je la vois pas ton Marie-Ange, nom. en Ah fait, oui. nous parlait de l'écoute active et alors, peut-être Marie-Ange, vous pourriez remettre votre son ou Morgane, tu peux remettre le son de Marie-Ange. Euh, Oui, c'est bon. Oui. Attendez. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Hello Marie-Ange. Bonjour Walter. Oui, tout à l'heure, vous parliez de l'écoute active, hein, qui a son importance, bien évidemment, pour comprendre les besoins du client. Euh, Cette écoute active, et vous parliez du client, mais aussi des réunions en interne, etc., qui peuvent permettre aussi à la montée en compétences quand on fait du partage du collectif lors des réunions commerciales. Cette écoute active, moi, je me rends compte qu'elle est parfois en fait oubliée ou pas à l'ordre du jour parfois chez certains commerciaux euh, par rapport en fait à leur charge de travail. C'est-à-dire que on se rend bien compte que avec les téléphones, hein, vous le savez, hein, les tablettes, eh ben, on se rend bien compte qu'il suffit de visualiser un peu ce qui se passe, même en visio, que vous avez un équipier qui est en train de faire autre chose, etc. Donc forcément, il n'est pas du tout en écoute active à ce moment-là. Donc comment on peut pallier, alors, je ne sais pas si ma question est très claire, face parfois à la charge de travail ou à la charge mentale des commerciaux, comment justement on peut pallier à ça pour euh, que les équipiers soient réellement en écoute active et que ce soit efficace et que ça serve en fait ce temps d'échange. Ouais. Alors, déjà, c'est dur. On va se le dire tout de suite, c'est très dur. C'est pas quelque chose qui se met facilement. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça que vous avez la question. Et je pense que même quand vous la posez, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, ouais, d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi la vraie recette miracle? Il n'y en a pas de recette miracle, en tout cas. Ce qui va vous permettre d'y arriver, je peux proposer des solutions. Encore une fois, je ne suis. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Bon, je peux pas intervenir, chérie. Désolé. J'arrive dans 5 minutes. En fait, ce qui va vous permettre, je suis vraiment désolé, c'est la première fois que ça me fait ça. il D'habitude, n'y a pas de souci, Walter. le Toy Story, il avait été lancé au démarrage de la réunion pour pouvoir essayer justement de la permettre d'être ça, mais elle avait besoin de s'exprimer, et tant mieux. Marie-Ange, il n'y a pas de recette miracle, je ne connais pas la recette miracle, mais je connais des petits tips, des petites astuces qui peuvent y arriver. Comme je le disais tout à l'heure, déjà, c'est de demander aux collaborateurs où est-ce qu'ils en sont en charge de travail, d'essayer de trouver des solutions pour éventuellement les aider, mais de faire des choses concrètes. C'est-à-dire, quand on pose des questions, c'est ça que moi je reprocherais, c'est est-ce que derrière les actions sont vraiment mises en place pour tout le monde. Je ne parle pas que de la hiérarchie, c'est trop facile de pointer le manager et de dire manager toxique, de dire les RH, elles font pas leur travail. Non, non, non. Qu'est-ce que toi, tu mets en place aussi pour y arriver? Est-ce que tu as une système? Moi, j'ai vu un truc qui a marché quand il y avait une charge de travail énorme dans une entreprise. C'était le binomage avec la personne qui suit le dossier juste après. C'est un exemple. Mais c'est de trouver des solutions et de demander aux collaborateurs qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Pourquoi? Je le répète, la solution, elle vient parfois du terrain quand on se prend la tête dans des réunions en direction, en stratégie. En fait, il suffit juste de faire venir les collaborateurs opérationnels dans la réunion et de leur dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Des 5 idées proposées, il y en aura une qui va sûrement plaire à une majorité. C'est ça qu'il faut faire, c'est aller chercher l'information sur le terrain pour pouvoir permettre justement d'aller chercher ce truc. Mais encore une fois, si j'avais la réponse, la recette miracle, déjà je la vendrais une fortune, je rigole bien évidemment, mais je pense que tout le monde aujourd'hui, en fait, aurait trouvé cette recette miracle. Ça dépend de ton entreprise, ça dépend des collaborateurs, ça dépend de la communication du manager. Mais la chose qu'on peut essayer, c'est de demander au terrain de s'exprimer. Merci beaucoup, Walter. Merci à tous. Merci. Merci encore, Walter. Merci à toi. On a encore quelques retours, notamment de Steve qui dit en QVT, il y a une question puissante à poser à ses employés. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, absolument. C'est la meilleure façon d'aborder la QVT et d'aborder la performance, c'est certain. Et oui, alors ça, je pense que Rachel pourra répondre à cette question après. Enfin, c'est pas une question d'ailleurs. C'est Steve qui nous dit aussi que dans certaines entreprises, un animal mascotte, ça c'est en réaction au fait que je parlais du chien. Et donc, dans certaines boîtes, il y a un animal mascotte qui a été mis en place pour réduire le stress. Il est avéré
en tout cas, quand on voit que les animaux rentrent dans les collectivités, hein, même avec les personnes âgées ou les enfants atteints d'autisme ou bref, il y a vraiment un bien-être et un effet positif. Alors Je après, je pense partage que une tout ça, dernière chose, Corinne, oui, pour faire la passe à Rachel, parce que là, j'ai ma vie, par contre, qui a besoin oui, de oui, mon aide. Il puis va falloir que c'est Rachel j'intervienne. qui doit. J'ai bossé chez NJ. NJ, j'ai mis en place ce qu'on appelle un challenge qui s'appelait le challenge du cœur. En fait, c'est toutes les équipes commerciales décidaient de s'associer à une association et on reversait un montant de l'argent gagné pour les équipes commerciales à l'association. L'association qui a gagné le droit, c'est l'équipe commerciale qui avait décidé de se rattacher à une association d'animaux pour aveugles, d'animaux, D'accord. je sais pas le terme exact, mais en tout cas d'animaux qui sont en tout cas éduqués, dressés pour accompagner les personnes aveugles, les personnes en difficulté. Parce qu'en fait, l'association a décidé de délivrer un petit chiot et le chiot était présent sur le plateau. Donc, ça rejoint ce que disait Steve. La mascotte, l'animal, ce que tu veux, en fait, permet en fait de créer une espèce de cohésion. Et encore une fois, pas à 100% des collaborateurs. Et dans quel cadre ça peut s'appliquer légalement? Je ne sais pas. Donc, Rachel, je passe la parole. Merci encore mille fois, Walter. Merci à toi. Merci à toi, merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je dois filer puisque mon enfant a besoin de moi. Merci. Je vous dis au Merci. plaisir, à Merci. bientôt Merci. et bonne conférence, Rachel.